Merci pour le pôle Innovalliance de cette opportunité. Et je dirais que mes collègues de chez ETRAC, ils ont fait une bonne introduction de ce que moi, je vais vous présenter. Parce qu'effectivement, par rapport aussi aux questions qui ont été posées, est-ce qu'on doit tester les ingrédients ou est-ce qu'on doit tester la formule finie? En fait, il faudrait les deux. Parce que quand on développe un ingrédient, bah, il faudrait s'assurer de son efficacité. Et quand on finit par développer ou créer la formule, il peut y avoir certaines interactions entre les différents ingrédients qui font que la formulation finie peut avoir un effet différent de ce qu'on a prévu de faire. Donc moi, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment les tests in vitro qu'on a développés à Galderma et aussi des tests qu'on pratique avec des partenariats pour évaluer l'efficacité. Donc là, je vais vraiment faire un focus sur l'efficacité des produits cosmétiques pour supporter les claims qui sont et pour être en fait en phase entre le besoin du marketing et les impératifs, je dirais, réglementaires. Donc, je vais faire une petite introduction et ensuite, je vous partagerai quelques exemples avec un focus sur les effets anti-inflammatoires, bien qu'on ne peut pas revendiquer ou mettre un claim que mon produit est anti-inflammatoire, mais on verra comment on peut tourner autour de cet effet. Aussi, je vous présenterai le modèle sur le wound healing ou la cicatrisation. Et je finirai par un petit aperçu sur l'absorption cutanée, bien que c'est un test qui est utilisé principalement en cosmétique pour les aspects sécurité et safety. On pourrait voir que ça peut être aussi utilisé dans le cadre de l'efficacité pour les produits cosmétiques. Alors, vous savez très bien que les produits cosmétiques tels que c'est défini ou c'est demandé par la Commission européenne, il faudrait qu'ils aient une efficacité prouvée avec et en fait, un produit cosmétique, il faut qu'il soit sûr, mais aussi qu'il soit efficace. Donc, tel que, comme le 7e amendement de la directive européenne concernant les cosmétiques, ils ont interdit l'utilisation des tests réalisés sur l'animal, aussi bien pour les produits cosmétiques, mais pour les ingrédients. Et on sait aussi que, donc, toujours selon la réglementation européenne, il faut qu'on ait des données scientifiques qui montrent ou qui supportent les claims des produits cosmétiques. Alors, pourquoi c'est important aussi ce claim? Parce que c'est aussi important d'un point de vue business pour éviter des pénalités. Comme Brigitte l'a mentionné, il va y avoir des contrôles sur toutes les données cosmétiques. Mais aussi, c'est important pour l'image de la marque, de la société, mais aussi de la marque qu'on a construite. Donc, un produit cosmétique, il faut d'abord qu'il montre sa sécurité, puisque ça, c'est vraiment le point primordial. Il ne faut pas que ça génère des problèmes, mais il faut aussi qu'il soit efficace. Et bien sûr, ça, c'est plus business. Il faut que ça réponde au trend marketing du moment. Donc, au niveau des tests qu'on pratique concernant les produits cosmétiques, il y a différentes catégories. Il y a d'abord la catégorie qualité, où là, on va plutôt analyser ce qu'on appelle le challenge test ou les tests microbiologiques et aussi la stabilité.
et les tests de compatibilité avec le packaging. Il y a aussi donc les tests de safety et les tests de toxicologie et les tests d'efficacité et de performance pour supporter les claims. Donc, et comme vous savez qu'on ne peut plus aujourd'hui travailler sur l'animal, c'est pour ça il y a eu énormément ces dernières années des développements de différents modèles in vitro pour pouvoir les utiliser et remplacer l'utilisation des animaux dans les tests. Donc, les différents tests qui sont demandés pour évaluer la safety des produits. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le focus de ce webinaire. Donc là, ici, on a énuméré les différents tests toxicologiques qui sont nécessaires pour un ingrédient ou pour un produit fini. Et en ce qui concerne les tests que j'appellerais des tests d'efficacité pour supporter les claims, on peut avoir des tests qui vont montrer un effet antioxydant et de l'ingrédient, mais aussi du produit fini, des tests qui vont montrer un effet anti-âge ou de la régénération, des effets anti-inflammatoires, du healing, donc la cicatrisation ou réparation, des tests anti-pollution, de la photoprotection. Donc, je ne vais pas vous montrer tous ces tests parce que c'est compliqué. Et en fait, ce qu'il faudrait voir, c'est au départ, quand on veut développer un ingrédient ou un produit, il faudrait savoir dans quoi je vais le positionner, dans quelle application, dans quel claim, et en fonction de ça, on va pouvoir mettre les tests en place et tester pour savoir est-ce que oui ou non, par exemple, mon produit, il a des propriétés anti-inflammatoires ou des propriétés antioxydantes. Il faut savoir qu'on peut travailler sur différents modèles in vitro, de plus simples au plus compliqués en fonction, ou de plus complexes, en fonction de l'étape de développement de mon produit. Donc, et aussi en fonction, est-ce que je vais travailler ou je travaille sur un ingrédient ou est-ce que je travaille sur un produit fini. Un produit fini, donc une crème ou un gel ou un ointment, je ne vais pas pouvoir l'utiliser, par exemple, sur des cellules en culture. Donc, au niveau des modèles, rapidement, on peut travailler sur des modèles de peau en culture 2D. On peut travailler sur des kératinocytes, des fibroblastes, des mélanocytes en fonction de ce que je veux faire. On peut travailler sur des modèles 3D de peau équivalents comme l'épiderme reconstruit ou comme des modèles de microsphères, des microtissus de peau, et on peut travailler aussi sur ce qu'on appelle le gold standard sur la peau ex vivo issus, donc c'est des explants de peau qui contient vraiment tous les types cellulaires qui sont dans la peau, aussi bien les kératinocytes, les fibroblastes, et ça maintient aussi l'architecture. Donc là, je vais vous montrer quelques tests et donc je vais commencer par le test de l'inflammation, et le but c'est de montrer est-ce que mon produit il a un effet anti-inflammatoire et dans quel cas on peut positionner ce produit pour, par exemple, pour une peau sensible, où il va aider des peaux sensibles ou des peaux qui ont un eczéma ou des peaux qui ont la dermatite atopique. On ne peut bien sûr pas dire mon produit cosmétique a un effet anti-inflammatoire, hein, parce que là, du coup, on est plus dans le cadre d'un médicament. Alors, pour les modèles de l'inflammation, donc en fait, on sait qu'au niveau l'inflammation, on a deux types. On a l'inflammation aiguë et l'inflammation chronique.
Donc, nous, on a mis en place 2 modèles. Un modèle utilisant des cellules en 2D, des kératinocytes humaines en culture primaire, et aussi le modèle 3D issu, donc le modèle 3D qui consiste en épiderme reconstruit. Donc, pour mimer l'inflammation aiguë, on peut utiliser soit le lipopolysaccharide, on sait que c'est un agent qui va induire les marqueurs de l'inflammation, ou on peut aussi utiliser les UV qui vont aussi induire les marqueurs de l'inflammation, et après traitement, on va mesurer les cytokines aussi bien par une approche transcriptomique ou une approche ELISA. Pour l'inflammation chronique, donc c'est ce qu'on trouve notamment dans les cas de la dermatite atopique. Là, on va traiter les cellules avec un cocktail de cytokines, donc des cytokines qui sont surexprimées dans les cas de la dermatite atopique, et on va analyser après les traitements les cytokines, mais aussi les marqueurs de la barrière cutanée. Donc ici, vous avez un exemple de résultat qu'on obtient une fois qu'on a irradié les kératinocytes, là ici en l'occurrence avec des UVB. On voit que quand on irradie les cellules, on a une augmentation aussi bien du marqueur de cytokine IL-8 et aussi de TNF-alpha. Donc là, c'est un modèle qui montre qu'on a un modèle qui exprime les marqueurs de l'inflammation. Ces marqueurs d'inflammation répondent au stimulus avec les UV. Donc, ce qu'on va faire après, c'est de tester l'ingrédient, comme on travaille sur des cultures cellulaires. Donc, on va tester un ingrédient pour voir est-ce qu'il va venir réverser l'effet des UV. Donc, on peut traiter soit avant, soit après pour voir son effet. Un autre exemple, là, on va plus utiliser, donc on a utilisé le lipopolysaccharide, et on va, quand on traite les cellules, les kératinocytes avec le LPS, donc lipopolysaccharide, on a une augmentation de la sécrétion d'IL-8. Et quand on traite avec la dexaméthasone, qui lui est un anti-inflammatoire, donc on voit très bien qu'on a une inversion de cet effet. Donc, de la même façon, là, on va pouvoir utiliser le produit que je vais tester, l'ingrédient dont je vais évaluer son effet, et je vais le comparer par rapport à la dexaméthasone. Est-ce qu'il va diminuer ou pas avoir d'effet du tout? On a la même réponse avec les modèles d'épiderme reconstruit, où là, qu'on utilise pour des formulations. Et ici, on voit qu'avec le LPS, on a une augmentation du marqueur IL-8. Et quand on applique la bêtaméthasone en crème, en topique, donc on applique sur la peau, on voit très bien qu'on inverse l'effet inflammatoire. Donc là, pardon, oui, donc je vais revenir à ici. Donc là, c'est un exemple vraiment concret d'un produit, d'une formulation qui était prête d'aller sur le marché. Et donc, le service marketing nous a demandé un test pour supporter en fait le lancement du produit. Donc, on a appliqué ce produit X sur l'épiderme reconstruit, et on voit très bien que le produit X, il a vraiment un effet qui est supérieur, un effet anti-inflammatoire qui est supérieur à la dexaméthasone. Et là, on l'a confirmé en fait avec 2 marqueurs d'inflammation, l'IL-8 et le TNF-alpha. Donc là, du coup, les marketeurs étaient vraiment très contents de ces résultats, et ils ont pu utiliser ces résultats pour accompagner le lancement de ce produit.
Un autre exemple ou un autre modèle où là, on a traité, donc c'est le modèle de dermatite atopique, où là, quand on traite les cellules, parce que là, en l'occurrence, c'était fait sur kératinocytes, mais on a la même chose sur un modèle 3D. Quand on traite avec un cocktail de cytokines, donc IL-4 et IL-13, on voit très bien qu'on a une diminution de l'expression de filagrine et d'involucrine, qui sont vraiment les deux biomarqueurs de la barrière cutanée. Donc là, on a induit une désorganisation de la barrière cutanée, caractéristique qu'on retrouve dans la peau des patients AD. Et quand on traite avec un inhibiteur, le JAK inhibiteur, qui est utilisé aujourd'hui pour traiter la dermatite atopique, en plus des cytokines, du cocktail de cytokines, on voit très bien qu'on inverse l'effet du cocktail cytokinique. Et donc là, de la même manière, si on a un produit fini ou un ingrédient, on peut aussi l'utiliser pour le comparer par rapport à cet inhibiteur et voir est-ce qu'il va agir sur cet aspect de pathologie dans le cadre de la dermatite atopique. Donc, un autre exemple que je vais aussi vous montrer, c'est le modèle de wound healing ou de cicatrisation in vitro. Donc, en fait, comme vous savez que le process de cicatrisation est un process qui est très complexe, qui est nécessaire pour restaurer la barrière cutanée. Donc, en général, on a 3 phases dans le process. Il y a une phase d'inflammation, une phase de migration et prolifération et ensuite, pour finir, une phase de remodeling. Donc, nous, dans le modèle qu'on a développé, on va plus regarder la deuxième phase qui est la migration et la prolifération. Donc, le modèle de wound healing qu'on utilise et qu'on a mis en place au laboratoire est un modèle simple qui est pas très cher et qui est versatile. Alors, ça consiste, donc le modèle s'appelle aussi ce qu'on appelle le scratch test. Alors, pourquoi? Parce qu'on va faire un scratch, c'est une espèce ou une blessure en français, et on va regarder ensuite comment les cellules vont migrer pour ensuite venir repeupler cette partie qu'on a scratchée. Donc, on fait ça en utilisant de l'imagerie en time-lapse, de live cell imaging, et on peut utiliser aussi bien des kératinocytes que des fibroblastes dans ce modèle. Donc, en général, c'est un modèle qu'on utilise pour évaluer l'effet des ingrédients parce que comme on travaille en culture cellulaire et non pas en modèle 3D. Donc, voilà, comme je disais, c'est uniquement les ingrédients qui sont solubles qui peuvent être testés. Et donc, voilà, comment on fait en général? On met les cellules en culture et là, on va les cultiver dans ce qu'on appelle des inserts EBD, tels qu'on voit ici, pour ensuite pouvoir générer des scratchs ou des wounds ou des blessures qui sont reproductibles d'une manip à l'autre et d'un pied à l'autre. Et après, on va faire de l'imagerie en direct avec la plateforme qu'on a, qui est le Cytosmart, qui va venir prendre des photos toutes les heures jusqu'à la fin de l'étude. Donc, c'est un appareil qui est mis à l'intérieur de l'incubateur et à la fin, on va avoir des résultats qui vont être analysés automatiquement via la plateforme. Donc, voici ce que ça donne en visuel. On arrive vraiment à voir comment les cellules vont migrer pour ensuite repeupler la partie vide ou le wound. Donc là, vous avez l'exemple des kératinocytes et un autre exemple des fibroblastes qu'on a utilisés.
Alors, donc, ici, je vous présente les résultats de 2 produits, cosmétiques, 2 ingrédients qui sont en développement, qu'on a testés. Donc, comme on peut voir, ici, on peut voir comment la surface du wound, comment elle diminue en fonction du temps, d'incubation ou du temps de traitement. Et donc ça, c'est en fait, c'est vraiment l'image inverse de la surface du wound. Donc comment la migration, elle augmente en fonction du temps. Et du coup, on peut comparer entre un contrôle négatif qu'on utilise, qui est le Taxol, que lui, il va freiner, il va inhiber la migration cellulaire. Donc, on voit très bien que la migration, elle est beaucoup plus lente que le contrôle qui est en bleu. Et on peut remarquer que, par exemple, le produit vert, qui est en vert, lui, il est plus rapide que le contrôle. Et quand on calcule la vitesse de migration, on peut classer les produits entre eux, les comparer par rapport au contrôle ou un contrôle négatif ou un contrôle positif. Donc voilà, ça c'est un autre exemple qu'on peut utiliser pour quand on veut claimer ou revendiquer que par exemple mon ingrédient ou mon produit va accélérer la réparation cellulaire ou oui, c'est ça en fait, c'est vraiment la réparation. On ne peut pas parler en cosmétique de cicatrisation. Mais voilà, ça va aider à. Le dernier exemple que je vais vous présenter rapidement, c'est le modèle de pénétration cutanée in vitro, qu'on appelle aussi IVPT pour in vitro penetration testing. Alors, en fait, l'objectif des études de pénétration cutanée, c'est de caractériser la vitesse et de pénétration du produit à travers la peau. Et en fait, il faut qu'on réponde, quand on réalise ce type d'études, à 2 questions principales. Comment mon produit va être distribué au niveau de la peau? Est-ce qu'il va rester à la surface de la peau, c'est-à-dire au niveau du stratum corneum, ou est-ce qu'il va aller jusqu'à l'épiderme ou même jusqu'au derme? Et la deuxième question, est-ce que mon produit va vraiment traverser ou pénétrer la peau jusqu'à atteindre la circulation sanguine et à quelle vitesse? Alors, pourquoi c'est important de connaître l'absorption cutanée d'un produit cosmétique? Alors, ce qui est primordial, en fait, ces études sont utilisées par un produit cosmétique plus pour un aspect safety, parce que déterminer la quantité absorbée va pouvoir aider à calculer ou déterminer la marge de sécurité. Néanmoins, en efficacité, ça peut aussi nous donner une idée. Est-ce que si par exemple, je veux, moi, mon application thérapeutique, elle va plus se situer au niveau du collagène, synthèse du collagène. Et si mon produit, lui, il reste uniquement au niveau du stratum corneum, c'est clair que je vais prédire que mon produit ne sera pas efficace dans ce cas-là. Donc, regardez la pénétration cutanée de mon produit cosmétique. Ça va aider vraiment les 2 aspects, et l'aspect efficacité et l'aspect sécurité. Là, je vais passer rapidement juste pour vous dire que ce test, il est vraiment géré par des guidances réglementaires de l'OCDE et une guidance de la SCCS qu'on utilise pour les produits cosmétiques. On utilise en général les cellules de diffusion de type les France cells, hein, ce qu'on appelle en anglais, et qui sont des cellules verticales avec 2 compartiments. Un compartiment récepteur où on va mettre le liquide récepteur, et un compartiment donneur où on va mettre notre formulation. Et entre les 2, on va mettre notre pot sur lequel on va appliquer le produit. Donc, le tout est mis sous agitation à une température bien contrôlée de 32 degrés. Il faut qu'on ait une température de surface de la peau à 32 degrés. Alors, on utilise dans ce type d'expérience de la peau humaine qui est issue de chirurgie esthétique.
Et on peut utiliser aussi bien la peau qu'on a congelée ou une peau fraîche en fonction, si aussi je m'intéresse à un aspect métabolisme ou transporteur de médicaments. Et selon la SSCS, on est obligé d'utiliser au moins 8 morceaux de peau différents venant d'au moins 4 donneurs différents. Bien sûr, il y a un contrôle qualité stricte de nos échantillons. Il faut qu'on mesure l'épaisseur de la peau. Il faut qu'on s'assure de l'intégrité de la barrière. C'est via la mesure du TWL, ou la perte insensible en eau. Et il faut qu'on mesure aussi la quantité exacte qu'on applique pour ensuite pouvoir faire une analyse quantitative derrière. L'analyse à la fin du traitement est réalisée dans le liquide récepteur et dans chaque compartiment de la peau, donc dans le stratum corneum qu'on va séparer, dans l'épiderme et dans le derme. Et donc les échantillons sont ensuite extraits, broyés et pour être analysés. Au niveau des analyses, on utilise majoritairement la LC-MSMS, donc la spectrométrie de masse, qui est une méthode qui est très sensible parce qu'on a besoin d'une sensibilité vraiment importante pour montrer que si je ne trouve rien dans mon liquide récepteur, c'est pas parce que le produit n'a pas été absorbé, c'est pas parce que ma méthode n'a pas été sensible, mais vraiment c'est que le produit n'a pas été absorbé. Maintenant, on peut utiliser aussi d'autres techniques ou d'autres méthodes analytiques, notamment si j'ai le produit qui est radioactif, on peut faire de l'autoradiographie, ou si j'ai de la fluorescence, si mon molécule est fluorescente, on peut visualiser vraiment la distribution de mon produit par microscopie à fluorescence. Donc tout ça, je rentrerai un peu plus en détail lors de la formation où je vous présenterai un peu plus vraiment les différents aspects plus en profondeur. Donc là, je vais passer juste pour vous donner un exemple d'une étude ou des résultats d'une étude d'absorption cutanée sur un ingrédient cosmétique que j'ai appelé X, où on a fait cette analyse parce qu'il y avait un besoin réglementaire pour updater le dossier. Il y avait des demandes des agences. Donc, on a réalisé une étude sur 4 donneurs et on tripliquait, donc ce qui nous donnait au total 12 échantillons. Je vais passer rapidement sur les conditions expérimentales. Et juste là pour vous montrer le résultat de ce qu'on peut obtenir. Donc, en fait, ici, nous avons la concentration du produit X dans chaque compartiment de la peau, donc dans le stratum corneum, l'épiderme, le derme, et on voit que le produit a été absorbé dans le liquide récepteur. On a ici une distribution classique de ce qu'on voit en termes de pénétration cutanée, c'est-à-dire le produit va être majoritairement au niveau du stratum et ensuite va pénétrer un petit peu après au niveau de l'épiderme, derme, etc. Donc, on a vraiment un gradient de distribution en fonction de la profondeur de couche cutanée. Ici, c'est un autre exemple. Comme je vous ai dit que des fois, ça peut être intéressant de voir et de visualiser, notamment d'un point de vue marketing, pour montrer, parce que ça reste beaucoup plus intéressant d'avoir quelque chose de visuel que d'avoir que des graphes. Donc ici, c'est un exemple de 2 produits radioactifs, un qui fluoresce dans le rouge et un qui fluoresce dans le vert. Et juste pour vous montrer que là, on a une différence entre le contrôle, donc ça, c'est une peau qu'on n'a pas traitée. En l'occurrence, ici, il s'agissait d'un traitement physique pour augmenter la pénétration cutanée. Et là, c'est une peau qui a été traitée. Donc, on voit nettement que la fluorescence, la distribution de la fluorescence a nettement augmenté par rapport à une peau intacte. Et pour le deuxième produit, il s'agit exactement du même traitement physique de la peau. On voit très bien aussi que ce produit que la fluorescence a beaucoup augmenté quand on traite la peau que sur une peau intacte. Donc voici, c'est un autre exemple aussi de ce qu'on peut faire via ce type d'étude.
Donc, pour conclure, voilà, c'est juste pour vous dire qu'il existe différents modèles in vitro pour évaluer la safety et la sécurité et l'efficacité surtout des produits cosmétiques et des ingrédients. Bien sûr, chaque modèle a ses avantages et ses inconvénients. Ce qui est important, c'est vraiment de bien caractériser son modèle pour savoir quelles sont ses limites. Et ce qui est aussi important pour vous, c'est de choisir le bon modèle en fonction du moment où on est en développement. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en phase précoce où on a besoin juste d'un screening? Donc là, on va utiliser des modèles qui sont beaucoup plus simples et donc pas très coûteux. Et si on est à la fin, ben là, on va essayer d'utiliser le modèle le plus pertinent, mais qui va être aussi beaucoup plus coûteux. Voilà, je vous remercie pour votre attention et donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et comme j'ai dit, lors de la formation du mois de mars, en fonction de vos demandes, il y aura, on approfondira les différents exemples. Voilà, merci. Merci Anan pour ces présentations déjà très complètes et effectivement en plus ça sera sur site donc c'est aussi l'occasion de voir comment se déroule un test, les mesures et autres. Donc d'ores et déjà il y a une question. D'accord. Alors, je suis désolée, ma caméra, elle a un peu bugué parce qu'il y a un problème de connexion Internet. D'accord, donc la question pour toi et peut-être en complément Brigitte Bertrand, Mhm. quels claims peut-on utiliser sur des cosmétiques à base de CBD? Ah, alors, ça, c'est vraiment une bonne question parce que hier, en fait, j'avais reçu une demande pour revoir un article sur l'effet du CBD en cosmétique. Et donc, ils avaient comparé le CBD et le THC parce qu'effectivement, le CBD, on le trouve aujourd'hui à toutes les sauces. Il est à toutes les sauces, aussi bien en cosmétique, en nutraceutique, etc. Et honnêtement, l'étude, elle était super bien faite et j'ai donné mon avis hier parce que j'ai revu l'article et j'avais demandé des commentaires et les commentaires sont venus. Donc, normalement, l'article va sortir bientôt parce qu'il va être accepté. Et ce qu'ils ont montré dans cet article, c'est que le CBD aujourd'hui est beaucoup moins efficace que le THC, sauf que le THC, on n'a pas le droit de l'utiliser en cosmétique, parce qu'il a plus un effet thérapeutique. Maintenant, quel claim, c'est vraiment, c'est à vous de voir dans quoi vous voulez le positionner. Et une fois que vous avez défini dans quoi vous voulez le positionner, il faudrait faire les tests pour montrer cet effet. Et on ne peut pas dire que je vais utiliser le CBD comme anti-âge si j'ai aucune donnée scientifique qui montre qu'il a un effet anti-âge. Ce qu'on peut rajouter à ce que vient de dire Anan, en fait, bien entendu, tout claim dans des délégations thérapeutiques, voire de bien-être, en fait, sont absolument bannis par la NSM ou la DGCCRF. Et qu'effectivement, que certains types d'extraits sont autorisés. Oui, attention, tous les ingrédients issus du chanvre ne sont pas autorisés en cosmétique. Certains le sont, d'autres pas du tout. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de THC au final. Après, on peut revendiquer des claims à partir du moment où on a prouvé ces claims par une étude appropriée, quoi. Donc, voilà. Mais surtout pas de claims thérapeutiques liés au CBD, etc. Voilà. Alors, attendez, une autre question. Donc, peut-on claimer un produit sur un produit bénéfice d'un ingrédient sans avoir fait de test en se basant uniquement sur la biblio de l'ingrédient? Nous devons faire des tests. Alors, c'est ce qui est fait en fait aujourd'hui. On voit beaucoup de produits cosmétiques. Quand je dis produit, c'est vraiment le produit final, hein, qui sont
où le claim est vraiment basé sur les ingrédients. Donc, les ingrédients, aujourd'hui, effectivement, s'ils ont des publications qui montrent que l'ingrédient, donc, il contient des phénols, etc., il a un effet antioxydant, ils mettent sur le produit le claim antioxydant. Maintenant, au niveau réglementaire, ça, je ne sais pas, je laisse les réglementaires répondre. Alors, au niveau réglementaire, ce que vont faire les autorités quand elles contrôlent ce genre de claim, elles vont regarder exactement la quantité de l'ingrédient que vous avez dans votre formule finale. Par exemple, on voit beaucoup de produits qui disent contient de l'acide hyaluronique, laissant entendre voilà, les effets bénéfiques de l'acide hyaluronique. Mais si votre concentration finale est largement en dessous de ce que la biblio que vous avez montre comme efficacité, et que vous n'avez pas fait de test par ailleurs pour montrer que votre produit final a le claim et l'allégation mise en avant, alors dans ce cas-là, vous allez être